Question 1. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête. Dans la voie 1, réponse A. Dans la voie 2, réponse B. Dans aucune de ces voies, réponse C. Alors ce voyant vient de s'allumer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ce voyant? Donc ça signale une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Donc c'est un voyant de couleur rouge. Donc ça, il faut le savoir par cœur. À partir du moment qu'on a un voyant rouge qui s'allume, il faut s'arrêter. Ça annonce un danger. Donc par contre, on va s'arrêter où? Forcément, il ne faut pas s'arrêter n'importe où, surtout sur ces chaussées, donc voies rapides ou autoroutes. Alors, est-ce que je vais m'arrêter dans la voie numéro 1? Donc c'est une voie de circulation, donc ce serait trop dangereux, forcément, de s'arrêter dans une voie de circulation. La voie numéro 2. Alors, cette voie, est-ce que c'est une voie de circulation normale? Donc non, puisque on a des gros traits épais. Vous voyez, par rapport à ces traits-là, c'est pas les mêmes. Donc là, ça annonce une voie qui est réservée. Donc réservée à qui? Donc ça va être aux véhicules lents. On n'a que ce type de voie sur ces voies rapides ou autoroutes. On aurait pu, si on aurait été en ville, ça aurait pu être une voie réservée aux bus, etc. Mais là non, forcément, sur ces voies-là, on n'a pas de voie réservée aux bus. Alors est-ce que je vais m'arrêter sur cette voie réservée aux véhicules lents? Non plus. Donc je vais plutôt m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence où est arrêté donc ce véhicule. Donc voilà. Donc c'était plutôt dans aucune de ces voies, parce qu'on nous demandait soit la 1, soit la 2. C'est ni la 1 ni la 2. Donc s'arrêter éventuellement sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc c'était réponse C dans aucune de ces voies. Question 2. Une baisse rapide du niveau du liquide de frein peut être due à une fuite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être due à l'usure des plaquettes de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le liquide de frein, donc c'est annoncé par ce symbole-là. Alors, qu'est-ce que c'est le liquide de frein? C'est ce qui relie la pédale au frein concrètement. Donc, quand je vais pousser ma pédale de frein, ça va pousser le liquide qui va serrer du coup les plaquettes de frein contre le disque. Alors, donc ce liquide, forcément, il faut qu'il y en ait. Si on n'a plus assez, on n'a plus de frein. Je vais pousser, quand je vais pousser ma pédale, je vais plus rien pousser. Donc je vais pas pousser, je vais pas accéder justement à mes plaquettes de frein. Alors s'il y a une baisse rapide de ce liquide, est-ce que ça peut être dû à une fuite? Donc forcément, si un de mes tuyaux a une fuite, je vais perdre du liquide et ça peut être une baisse rapide. Bien sûr, donc oui. Alors est-ce que ça peut être dû à l'usure des plaquettes de frein? Donc les plaquettes de frein, c'est ce qui va venir serrer le disque pour freiner. Donc ça va s'user, des plaquettes de frein ça s'use, mais ça s'use pas rapidement. Ça s'use tout doucement, forcément dans le temps, heureusement. Donc là on parle bien d'une baisse rapide. Donc non, une baisse rapide, c'est pas dû à l'usure des plaquettes. Donc une baisse au fil du temps, donc bien sûr, mais pas une baisse rapide. Donc bonne réponse A et D. Question 3. Ce conducteur est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que ce conducteur est en infraction? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ce qui saute aux yeux, forcément, c'est sa petite oreillette pour téléphoner. Donc, ce dispositif, maintenant, est interdit.
ce qui est autorisé maintenant uniquement dans les véhicules, c'est le kit main libre, c'est le système Bluetooth, et d'ailleurs on a un micro qui est quelque part au niveau du véhicule, et avec des haut-parleurs, mais au niveau oreille, on n'a rien du tout. Alors pourquoi c'est interdit? Parce que cette petite oreillette va cacher le bruit extérieur. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui klaxonne, etc., on risque de pas forcément entendre cette information. Donc c'est pour ça que ce système est interdit maintenant. Donc ce conducteur est en infraction? Oui. Bonne réponse A. Question 4. Je continue le dépassement? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, est-ce que je continue le dépassement? Donc pour dépasser, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, il faut vérifier si j'ai le droit de dépasser. Qu'est-ce qui va nous dire ça? Donc c'est la signalisation, donc c'est-à-dire des panneaux ou éventuellement un marquage au sol. Donc là, on n'a pas de panneau qui nous interdit de dépasser, et le marquage au sol nous autorise à dépasser. Deuxième chose qu'il faut vérifier, si forcément j'ai une bonne visibilité et aucun véhicule arrive en face. Là, le problème, on aperçoit un véhicule blanc, une camionnette, qui arrive en face. Donc forcément, même si ce véhicule roule lentement, puisque c'est un tracteur, je ne vais pas voir forcément, ça va être très dangereux d'entamer le dépassement. Donc forcément, comme il y a quelqu'un qui arrive en face, je ne continue pas mon dépassement. Bonne réponse B. Question 5. Un siège bébé placé à l'avant doit être positionné face à la route, réponse A. Dos à la route, réponse B. L'airbag passager doit être activé, réponse C. Désactivé, réponse D. Alors si je place un siège bébé donc à l'avant de mon véhicule, forcément sur le siège passager, donc il doit être positionné donc dos à la route, c'est-à-dire donc le siège va être ici et le tableau de bord de la voiture, l'avant de la voiture va être de ce côté-là. Pourquoi donc dos à la route? Tous les sièges bébés, qui soient même placés à l'arrière, ça change rien du tout. Donc pourquoi? Parce qu'en cas de choc, le problème d'un bébé, c'est qu'il n'a pas assez de force, de muscle au niveau de son cou pour retenir sa tête. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre dos à la route. En cas de choc à l'avant, en cas de gros freinage, c'est le siège qui va retenir la tête de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il doit être positionné dos à la route, que ce soit du coup, que ce soit à l'avant ou même à l'arrière du véhicule, ça ne change rien. Donc du coup, par contre, si je place à l'avant, l'airbag qui va se trouver ici, passager, bien sûr, doit être désactivé. Par contre, en cas de choc, si l'airbag s'active, vous imaginez, forcément, ça va pousser tout ça. C'est très puissant un airbag, donc c'est vraiment très dangereux, forcément, pour l'enfant. Donc, le siège doit être positionné dos à la route et l'airbag doit être désactivé. Bonne réponse, B et D. Question 6. La vitesse est limitée à 30 km/h si je continue en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on arrive donc à une intersection où éventuellement on peut aller tout droit ou tourner à gauche. Et on a ce petit panneau qui nous annonce qu'on arrive dans une zone où la vitesse va être limitée à 30 km/h. Alors qu'est-ce que c'est une zone? C'est un ensemble de rues.
C'est-à-dire donc que j'aille n'importe où, après ce panneau bien sûr, je entre dans la zone. Donc n'importe quelle rue que je vais avoir sera gérée par cette zone, c'est-à-dire donc la vitesse sera limitée à 30 km/h. Jusqu'à que je rencontre le panneau barré fin de zone. Donc bien sûr que je continue tout droit ou que je tourne à gauche, je serai dans la zone limitée à 30 km/h. Donc la vitesse sera bien limitée à 30 en face et à gauche. Donc bonne réponse A et C. Question 7. 80 km/h, c'est parcourir environ 15 mètres par seconde, réponse A. 25 mètres par seconde, réponse B. 35 mètres par seconde, réponse C. 45 mètres par seconde, réponse D. Alors, 80 km/h, donc c'est parcourir environ. Donc là, il fallait bien comprendre ce qu'on nous demandait. Donc là, on nous demande de savoir quelle distance, en termes de mètres, je vais parcourir chaque seconde, c'est-à-dire pendant une seconde. Donc comment faire ce calcul? Donc ça va être assez simple, on va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse. Là, 80 km/h, c'est le 8, c'est-à-dire qu'on enlève le 0, qui est tout à gauche. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce chiffre? On va le multiplier par 3. Donc 8 fois 3, ça nous donne 24. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ça nous donne ce qu'on parcourt, environ, c'est à peu près, mais ce qu'on parcourt pendant une seconde. Donc à 80 km/h, toutes les secondes, je vais parcourir environ 24 mètres, ce qui nous donne forcément environ 25 mètres par seconde. Donc on peut avoir aussi cette question-là, à 80 km/h, je parcours quelle distance pendant le temps de réaction? Donc c'est exactement la même question, puisque le temps de réaction, je vous rappelle, est d'environ une seconde. Donc voilà, on a exactement la même question. Donc voilà, réponse B, 25 mètres par seconde. Donc on prend le chiffre des dizaines de la vitesse et on multiplie par 3. Donc réponse B. Question 8. Rouler en dessous des limitations de vitesse permet d'être moins stressé, réponse A, d'économiser du carburant, réponse B, de moins observer la circulation, réponse C, de moins polluer, réponse D. Alors si je roule en dessous des limitations de vitesse, c'est-à-dire que je vais rouler forcément moins vite, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet d'être moins stressé? Donc oui, pourquoi? Parce que plus je vais rouler vite, plus les informations vont arriver rapidement et je vais avoir moins de temps à les traiter. Le fait de rouler forcément moins vite, je vais avoir plus de temps à observer les choses, à les analyser, à les traiter. Donc forcément, ma conduite sera moins stressée. C'est pour ça que les jeunes conducteurs doivent rouler forcément moins vite que les conducteurs confirmés, puisque comme ils ne sont pas habitués, ils vont mettre plus de temps à analyser, à traiter les choses par rapport à un conducteur confirmé. Donc c'est pour ça que aussi un conducteur novice va stresser beaucoup plus qu'un conducteur confirmé. Alors ce que ça permet d'économiser du carburant. Donc oui, ce qu'il faut savoir, plus on va rouler vite, plus on va consommer du carburant, puisque là c'est l'air qui va freiner principalement la voiture, et cet air, le frottement à l'air, est plus en plus important, plus on roule vite, donc ce qui va freiner de plus en plus la voiture. Donc si je roule moins vite, forcément je vais économiser du carburant. Est-ce que ça permet de moins observer la circulation? Donc de moins observer la circulation, donc non, on vient de le dire, c'est le contraire. Comme je vais avoir plus de temps, ça va me permettre d'observer plus la circulation. Est-ce que ça va permettre de moins polluer? Donc on vient de le voir, comme on va consommer moins de carburant, forcément on va rejeter moins de polluants, donc on va moins polluer.
Donc oui. Donc faites attention à ces questions, c'est assez simple généralement, mais attention entre moins, plus, voilà, lisez bien les questions. Donc les bonnes réponses étaient A, B et D. Question 9. Je peux faire un arrêt le long de ce trottoir? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux faire un arrêt le long de ce trottoir? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une bande cyclable. On le voit grâce forcément à la largeur de cette bande et au symbole forcément cycliste. Donc sur une bande cyclable, ça faut le savoir par cœur, donc une voiture n'a pas le droit de circuler dessus et n'a pas le droit non plus bien sûr de s'arrêter ni de stationner, ce qui gênerait forcément la circulation des cyclistes. Donc interdiction bien sûr de s'arrêter, même si c'est pas longtemps, sur une bande cyclable. Donc je peux faire un arrêt? Non. Bonne réponse B. Question 10. Le chargement sur le toit d'une voiture peut dépasser à l'avant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut dépasser à l'arrière? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors le chargement sur le toit, donc ça faut le savoir aussi par cœur, on a beaucoup de questions là-dessus, donc ne doit pas dépasser l'avant de la voiture. Ça peut dépasser le pare-brise, hein, comme là, mais au niveau du devant de la voiture, ça n'a pas le droit de dépasser à l'avant. Par contre, à l'arrière, comme sur cette photo, ça peut dépasser. Et on a le droit par contre de dépasser jusqu'à 3 mètres, pas au-delà. Donc est-ce que ça peut dépasser à l'avant? Donc non, mais à l'arrière, oui. Bonne réponse, B et C. Question 11. La circulation est à l'arrêt devant moi. Je m'arrête derrière le véhicule? Réponse A. Immédiatement. Réponse B. Donc ici, nous sommes face à une intersection. Et devant nous, donc la circulation est arrêtée. On vous le voit grâce au feu stop de cette voiture d'allumer. Alors, est-ce que je vais m'arrêter où je suis ou je vais avancer jusqu'à derrière cette voiture? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais encombrer une intersection, c'est-à-dire de s'arrêter dans une intersection. Pourquoi? Il faut laisser libre le passage. Vous voyez, par exemple, si un véhicule arrive en face, il souhaite tourner ici, faut laisser libre le passage. Pourquoi je vais bloquer ce véhicule qui souhaite tourner alors que ça n'avance pas devant? Même chose, s'il y a quelqu'un qui sort d'ici, au moins s'il tourne sur sa gauche, il va pouvoir passer. Donc on s'arrête immédiatement. Une fois que la circulation repart, là on va pouvoir s'engager. Donc je m'arrête immédiatement. Réponse B. Question 12. Pour stationner, je devrais tenir compte de la date. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du numéro des maisons. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors si on arrive dans une zone où le stationnement se fera à alternance semi-mensuelle. Alors comment savoir ça? Parce que c'est inscrit 1, 15, 16, 31. Alors, est-ce que je vais devoir tenir compte de la date? Donc oui, pour savoir
où je me situe dans le mois. Est-ce que je me situe dans la première quinzaine, c'est-à-dire entre le 1 et le 15 du mois, ou le 16 et le 30 ou 31 du mois. Donc il faut savoir la date. Et il va falloir aussi savoir le numéro des maisons. Donc ça va falloir regarder sur les maisons quel numéro. Alors pourquoi c'est important les numéros? Parce que suivant là, si on est situé au niveau de la date du mois dans la première quinzaine, on va stationner du côté des maisons qui portent le numéro impair, c'est-à-dire 1, 3, 5, etc. Si inversement on est compris entre le 16 et le 31 du mois, on va stationner du côté des numéros pairs des maisons, c'est-à-dire 2, 4, 6, etc. Donc là forcément, par exemple sur cette photo, on va pas pouvoir savoir de quel côté on va stationner, même si par exemple on dit qu'on est le 10, donc on est situé entre le 1 et le 15, donc ce sera du côté des numéros impairs, mais ne sachant pas voilà le numéro des maisons, on ne sait pas si on va stationner à gauche et à droite. Donc, par contre, on verrait un 2, un 4, etc. Si on serait dans la première quinzaine, voilà, les véhicules seraient du bon côté, c'est-à-dire de l'autre côté des numéros pairs. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut savoir la date, pour savoir dans quelle quinzaine on se trouve, et aussi le numéro des maisons pour savoir de quel côté stationner suivant la quinzaine qu'on est. Donc bonne réponse A et C. Question 13. Pour une bonne efficacité, la ceinture de sécurité doit passer sur le cou, réponse A, la clavicule, réponse B, les os du bassin, réponse C. Alors la ceinture de sécurité doit passer par où? Donc déjà elle doit passer bien sûr par les os du bassin, donc forcément pour bien maintenir. Donc généralement elle s'attache ici, et ensuite elle doit passer par la clavicule et non le cou, parce que sinon donc ça va couper, forcément en cas de choc, ça va couper. Donc bonne réponse, c'était B et C. Question 14. Ce voyant indique une surchauffe du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Indique le fonctionnement de la climatisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, que indique ce voyant? Donc ce voyant, ça n'indique pas une surchauffe moteur ni le fonctionnement de la climatisation. Alors qu'est-ce que ça indique? Ça indique le fonctionnement du dégivrage ou désembuyage de la vitre arrière. Alors, une surchauffe du moteur, donc ce sera signalé par exemple par rapport à ce symbole-là. Donc soit l'aiguille sera dans la zone rouge et on aura un voyant rouge comme celui-ci qui va s'allumer. C'est ça, surchauffe du moteur. Et le fonctionnement de la climatisation, donc ça c'est plus généralement donc au niveau du boîtier où on actionne le bouton, on actionne la climatisation, c'est un voyant qui s'allume au niveau de ce bouton pour dire que la climatisation est en marche. Donc ni l'un ni l'autre. Donc bonne réponse B et D. Question 15. Ne pas utiliser les clignotants dans un rond-point peut être une cause d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors dans un rond-point, bien sûr, il faut bien utiliser les clignotants et bien les utiliser aussi correctement. Donc bien sûr, les clignotants, ça sert à indiquer aux autres ce qu'on va faire. Donc si jamais on n'indique pas, les autres vont être surpris. Donc c'est là qu'il peut y avoir forcément un accrochage. Et en même temps, si on les utilise mal, donc par exemple ce véhicule met son clignotant à droite, on va croire qu'il va sortir à la prochaine sortie, mais s'il continue tout droit, les véhicules peuvent s'engager, et là il y a accident aussi. Donc c'est pour ça que c'est impératif de bien mettre les clignotants, donc pour avertir les autres et pas les surprendre. Donc oui, ça peut être une cause d'accident. Bonne réponse A. Question 16. Avant de prendre son véhicule, il est préférable d'en faire le tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors avant de prendre son véhicule le matin, enfin la première fois, donc il faut mieux faire le tour de son véhicule. Alors en quoi consiste ce petit tour? Voir s'il n'y a pas des anomalies donc qu'on n'aurait pas vu par exemple la veille ou juste avant de partir avant. Donc par exemple un pneu peut être dégonflé, on peut avoir une crevaison. Voilà, donc faire le tour, voir s'il n'y a pas d'anomalie particulière sur la voiture. Donc avant de démarrer. Donc il est préférable bien sûr, parce que par exemple si on part la voiture puis on a un pneu qui est dégonflé, ça peut être forcément très embêtant. Par exemple au niveau de la tenue de route, hein, ce qui peut causer un accident. Donc oui, un petit tour avant de prendre son véhicule, c'est préférable. Bonne réponse A. Question 17. Je peux suivre ce véhicule qui dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je peux suivre ce véhicule qui dépasse? Donc avant d'effectuer un dépassement, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? Il faut toujours vérifier si on a le droit de dépasser. Forcément, si on n'a pas le droit, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qui nous donne le droit ou pas de dépasser? Donc c'est la signalisation. Donc c'est soit des panneaux, là en l'occurrence on n'a aucun panneau, ou le marquage au sol. Donc forcément c'est la ligne centrale qui va nous dire si oui ou non on a le droit de dépasser. Et là on a des pointillés, donc on a le droit de dépasser. Deuxième chose donc à vérifier, donc si j'ai une bonne visibilité vers l'avant. Donc là on voit apparemment qu'il n'y a personne qui arrive en face, hein. Mais est-ce que je peux suivre ce véhicule? Donc quand on est en double sens de circulation, ce qui est le cas ici puisque là on a des pointillés, je vous rappelle si on sera en sens unique on aurait une ligne blanche continue ici. Donc comme on est en double sens de circulation, il ne faut jamais suivre, se mettre derrière un véhicule qui dépasse. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on se trouve derrière ce véhicule, on ne voit pas ce qui se passe devant. Donc là, à travers les véhicules, je vois qu'il n'y a personne, mais au moment où je me mets à dépasser, on a un véhicule qui peut surgir en face. Donc ce véhicule a sûrement le temps pour dépasser, mais si moi je me mets derrière, je ne pourrai pas juger si j'ai toujours le temps ou pas. Donc forcément c'est beaucoup trop dangereux. Donc avant d'effectuer un dépassement, je vais attendre que ce véhicule ait fini le sien pour avoir vraiment la vision libre sur cette voie. Donc jamais suivre en double sens de circulation un véhicule qui dépasse. Donc bonne réponse B. Question 18. Dans cette situation, je dépasse, réponse A, je patiente, réponse B, je klaxonne, réponse C.
Donc là, nous nous trouvons juste derrière donc, les éboueurs donc, pour le ramassage des poubelles. Donc forcément, donc, ils vont mettre un petit temps donc, pour ramasser justement ces poubelles. Alors qu'est-ce que je fais dans cette situation? Alors c'est vrai que dans ces situations, on est tenté de dépasser. Là, le problème du dépassement, c'est que on a une très mauvaise visibilité. Si jamais on s'engage ici, dans le virage, au même moment où il y a un véhicule qui surgit, forcément, ça peut être très dangereux. Donc là, dans cette situation, on ne dépasse pas. Est-ce que je klaxonne? Donc non, hein, ils font leur travail, voilà, ils nous gênent, ok, mais ils font leur travail. De toute façon, ils vont pas être très longs à enlever ces poubelles. Donc là, la meilleure solution, c'est de patienter. Ça va durer 20-30 secondes, pas plus. Donc il faut mieux perdre 20-30 secondes que forcément causer un accident. Et voilà, ça sert à rien de klaxonner, ils vont pas aller plus vite pour autant. Hein. Donc dans cette situation, je patiente, et si plus loin j'aurai une bonne visibilité pour dépasser, là j'effectuerai mon dépassement. Mais pour l'instant, c'est trop dangereux. Donc je patiente tranquillement. Bonne réponse B. Question 19. Le mélange alcool et médicaments augmente les risques au volant? Réponse A. Diminue le temps de réaction? Réponse B. Améliore les réflexes? Réponse C. Alors le mélange alcool et médicaments, donc forcément ça multiplie les risques d'accident, bien sûr. Donc faut jamais aller. Donc ça augmente considérablement les effets de l'alcool et les médicaments. Hein. C'est un mélange explosif malheureusement. Donc ça augmente bien sûr les risques d'accident au volant. Hein. Alors est-ce que ça diminue le temps de réaction? Alors attention toujours à ces questions entre les termes augmente et diminue. Hein. Généralement on sait la réponse, mais si on répond trop vite, on risque de comprendre la question à l'envers. Donc là, on augmente bien le risque d'accident. Donc on va mettre, il y a plus de risques. Hein. Est-ce que le temps de réaction, il va diminuer? Donc non, c'est le contraire. Ça va augmenter le temps de réaction. Je vais mettre plus de temps à réagir. C'est pas parce que je prends de l'alcool ou des médicaments que je vais mettre moins de temps à réagir. Le temps de réaction va augmenter. Hein. Donc diminue, non. Est-ce que ça améliore les réflexes? Non plus. Donc là, il n'y avait qu'une bonne réponse, c'était la A, ça augmente les risques au volant. Donc bonne réponse A. Question 20. En période probatoire, j'ai 8 points sur mon permis. Je dois faire un stage de sensibilisation. Si je perds en une infraction, 2 points, réponse A. 4 points, réponse B. 6 points, réponse C. Alors, en période probatoire, donc qu'est-ce que ça veut dire? Période probatoire, ça veut dire qu'on est jeune conducteur, jeune permis. Donc, j'ai 8 points sur mon permis. Donc là, c'est au bout d'un an, je vous rappelle, hein, si on commet aucune infraction, on récupère 2 points si on est dans la formule traditionnelle. Donc j'ai 8 points sur mon permis. Est-ce que je suis obligé de faire un stage si en une infraction, je perds combien de points? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est jeune permis, en période probatoire, si en une infraction, je perds 3 points ou plus, je suis obligé d'effectuer un stage. En dessous, c'est mon bon vouloir. Hein. Mais 3 points ou plus en une infraction, on est obligé d'effectuer un stage. Donc 2 points, je ne suis pas obligé, hein, parce que je dois faire un stage, donc c'est une obligation. À 4 points, forcément, je suis supérieur à 3 points, donc je suis obligé d'effectuer un stage. Et 6 points aussi. Donc je vous rappelle, hein, sinon ce stage permet de récupérer 4 points. Donc bonne réponse B et C.
Question 21. Le principal problème de l'installation de cette passagère est le contrôle par les forces de l'ordre, réponse A. L'airbag en cas de choc, réponse B. Le manque de visibilité du conducteur, réponse C. Alors, cette installation de cette passagère, donc elle a les jambes, les pieds sur le tableau de bord. Alors, le principal problème, donc déjà c'est au singulier, est-ce qu'on peut avoir plusieurs réponses possibles? Non, on demande le principal problème de cette installation. Donc déjà, si vous avez mis plusieurs réponses, c'est faux, il faut choisir parmi les trois. Donc le principal souci, ça va être au niveau de l'airbag en cas d'accident, en cas de choc. Si j'ai remis l'airbag, donc l'airbag se trouve ici, généralement, donc si l'airbag se déclenche, qu'est-ce qui va se passer? Les jambes vont être éjectées. Donc forcément, cette passagère risque fortement de se casser malheureusement les jambes. Donc le problème le principal problème de cette installation, donc c'est l'airbag en cas de choc. Bonne réponse B. Question 22. Après le dépassement de ce camion, je reste dans cette voie? Réponse A. Je me place dans la voie à ma droite. Réponse B. Alors, donc après le dépassement de ce camion, donc une fois que j'aurai bien dépassé, j'aurai une bonne distance de sécurité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans cette voie ou est-ce qu'on se rabat sur la voie à notre droite? Donc le code de la route est très clair là-dessus, il faut rouler toujours le plus à droite possible. Donc on a le droit d'emprunter ces voies-là à condition d'effectuer un dépassement. Donc une fois que j'ai dépassé ce camion, il faut que je me rabats devant lui. Donc à part donc si jamais on dépasse ces véhicules, mais voilà, donc on a déjà la vitesse maximale autorisée, 110 km/h. Donc une fois que j'ai dépassé le camion, il faut se rabattre à droite. Et après, si jamais on doit dépasser les autres véhicules, là on pourra reprendre les autres voies. Mais une fois le dépassement terminé, on reprend sa place à droite. Donc bonne réponse B. Question 23. Dès les premiers signes de fatigue, il est préférable de continuer prudemment, réponse A, de s'arrêter, réponse B, de monter le son de la radio, réponse C, d'ouvrir la vitre, réponse D. Alors, dès les premiers signes de la fatigue, donc qu'est-ce que ça peut être? Donc justement, par exemple, on peut changer beaucoup de position. Forcément, on peut ressentir physiquement la fatigue, les yeux qui commencent à se fermer assez longtemps, voilà, on bâille, voilà. Donc ça, c'est les premiers signes de fatigue. Donc il y a une chose à faire, c'est de s'arrêter pour se reposer. On ne peut pas lutter contre la fatigue. J'ai beau donc continuer prudemment, rouler moins vite, j'ai beau monter le son de la radio, ouvrir la vitre pour avoir plus d'air, tout ça, si je suis fatigué, ça ne va pas permettre de lutter contre la fatigue. C'est impossible. Donc la seule solution, c'est de s'arrêter pour se reposer. Même si jamais donc il ne reste pas beaucoup de kilomètres, très peu, et ben voilà, même en 5 minutes, on peut malheureusement s'endormir. Si vraiment on est très fatigué. Donc la seule solution, c'est de s'arrêter pour se reposer. Bonne réponse B.
Question 24. Le feu vient de passer au rouge. Après s'être arrêté, il est inutile de couper le moteur. Réponse A. Il est utile de couper le moteur. Réponse B. Couper le moteur permet d'économiser du carburant. Réponse C. Alors le feu vient de passer au rouge, donc du coup je vais m'arrêter à la ligne d'effet du feu. Donc qu'est-ce que je fais? Donc on nous parle, donc il est préférable de couper le moteur ou pas? Donc ce qu'il faut savoir sur les véhicules modernes, à partir du moment qu'on coupe le moteur, et si on reste plus de 20 secondes à l'arrêt, à partir de 20 secondes, on économise du carburant. C'est-à-dire, entre guillemets, quand je donne un coup de clé pour redémarrer mon moteur, forcément là, à ce moment-là, je vais consommer du carburant, et ça consomme le carburant, voilà, à peu près de 20 secondes d'arrêt. Donc voilà. Donc si on sait qu'on va rester moins de 20 secondes à l'arrêt, donc ça sert à rien de couper le moteur, puisque là on va consommer plus. Mais si on sait qu'on va rester plus de 20 secondes à l'arrêt, il est préférable d'éteindre le moteur. À partir de 20 secondes d'arrêt, là on commence à économiser du carburant. Donc là le feu vient de passer au rouge, donc il va rester plus de 20 secondes donc au rouge, hein, un feu quand ça reste rouge, ça reste plus de 20 secondes. Donc là du coup comme il vient de passer au rouge, donc on va s'arrêter et il est préférable bien sûr de couper le moteur pour économiser du carburant. Donc il est utile de couper le moteur, réponse B, et couper le moteur permet d'économiser du carburant, oui. Donc bonne réponse B et C. Question 25. Par temps de pluie, la distance de freinage est plus longue, réponse A, la même que par temps sec, réponse B, plus courte, réponse C. Alors, par temps de pluie, la distance de freinage est comment? Alors forcément, là, on compare par temps sec. Donc quand il pleut, ça glisse. Ça, tout le monde le sait. Donc forcément, comme ça glisse, qu'est-ce qui va se passer? La distance de freinage va être plus longue. On va mettre plus de temps à s'arrêter que par temps sec. Donc ce n'est surtout pas la même ni plus courte que par temps sec. La distance de freinage est plus longue que par temps sec. Donc bonne réponse A. Question 26. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je continue le dépassement de ce tracteur? Alors, bien que ce soit un véhicule qui circule lentement, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une flèche de rabattement qui nous signale que si on dépasse, il faut se rabattre. Donc, même s'il roule lentement, on pourrait éventuellement croire qu'on aura le temps, mais la signalisation nous indique qu'il faut se rabattre. Donc, je ne peux pas continuer le dépassement. Donc bonne réponse B. Question 27. Ce véhicule roule lentement à 50 km/h depuis 2 km. Je fais des appels lumineux? Réponse A. Je dépasse? Réponse B. Je garde mon calme? Réponse C. Je klaxonne? Réponse D.
Alors je suis ce véhicule depuis donc apparemment 2 km et ce véhicule roule assez lentement à 50 km/h. Donc sur des petites routes comme ça, donc c'est pas évident des fois de dépasser, hein, malheureusement. Donc que faire dans ce cas-là? Alors est-ce que je fais des appels lumineux? Donc non, hein, je vais pas entre guillemets mettre la pression à cet usager qui circule. Donc voilà, je entre guillemets mettre la pression. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Il pourrait rouler plus vite de ce qu'il peut et forcément avoir un accident. Donc s'il roule à cette allure-là, c'est que il peut pas rouler plus vite, hein. Donc on va pas ni faire d'appel lumineux ni klaxonner pour lui dire d'aller plus vite, hein. Si ça fait longtemps qu'il roule comme ça, c'est qu'il peut pas, il se sent pas à rouler plus vite. Alors est-ce que je dépasse? Ça pourrait être une solution. J'ai le droit puisque la signalisation de la ligne au sol m'indique que j'ai le droit de dépasser les véhicules lents. Je vous rappelle, un véhicule lent, c'est un véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km/h, ce qui est le cas ici. Mais par contre, au niveau visibilité, on n'a pas cette visibilité, même si ce véhicule roule lentement, pour le dépasser. Donc dans ce cas-là, il faut garder son calme. Il faut donc à un moment, soit le véhicule va tourner, soit je vais avoir un endroit pour le dépasser en sécurité. Donc des fois ça arrive, mais dans ce cas-là, il faut garder son calme. Il faut partager la route avec tout le monde. Donc bonne réponse, C. Question 28. En cas d'accident, je mets un gilet haute visibilité? Réponse A. Je donne à boire aux blessés? Réponse B. Je place un triangle de présignalisation? Réponse C. J'alerte les secours? Réponse D. Alors en cas d'accident, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc bien sûr il faut mettre un gilet haute visibilité, hein, donc pour bien être visible des autres usagers, donc pour pas qu'on se fasse heurter. Alors donner à boire aux blessés, donc surtout pas, hein, il ne faut jamais donner à boire aux blessés. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux blessés? Donc éventuellement les couvrir si jamais on a une couverture, un manteau, parce que généralement un blessé ne bouge pas, donc il peut avoir froid, et forcément le rassurer, lui parler, rester avec lui, hein, mais surtout pas donner à boire, même s'il réclame, surtout pas. Donc je place aussi bien sûr un triangle de présignalisation, hein, donc toujours pour protéger les lieux. Il ne faut pas que le premier accident engendre un second accident, ce qu'on appelle le suraccident. Il ne faut pas que ça soit plus grave de ce que c'est déjà. Et bien sûr après, donc on va alerter, enfin pas après, mais il faut aussi alerter donc les secours, hein, pour qu'ils viennent donc le plus rapidement possible, hein. Et forcément donc oui, il faut bien le faire après. Donc il faut protéger les lieux et ensuite alerter les secours. Donc bonne réponse A, C et D. Question 29. Dans cette situation, je m'arrête en A, réponse A, en B, réponse B. Alors ici nous arrivons à une intersection. Alors le problème par rapport à cette intersection, c'est que devant la circulation est bloquée, ça n'avance pas. Comment on peut le savoir? Car le véhicule a les feux stop d'allumer. Donc la question c'est où on va s'arrêter. Est-ce qu'on s'arrête tout de suite ou on s'arrête juste derrière le véhicule? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interdit d'encombrer une intersection, c'est-à-dire de s'arrêter en plein milieu et de boucher le passage des véhicules.
Donc le mieux c'est de s'arrêter tout de suite en position A, excusez-moi. Comme ça laisse libre ceux qui arrivent de gauche ou de droite pour passer. Ça sert à rien que je m'engage, ça va pas avancer plus vite devant. Une fois que le véhicule noir, bien sûr, va avancer, là je pourrai m'engager. Mais pour l'instant, je reste où je suis, c'est-à-dire donc en position A. Bonne réponse, A. Question 30. Je me place dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici nous avons 3 voies de circulation, donc où on va se positionner. Donc le code de la route dit qu'il faut toujours rouler le plus à droite possible. Alors pourquoi il y a plusieurs voies? Donc bien sûr on a le droit d'utiliser la voie la plus à gauche pour effectuer un dépassement. Donc par exemple si je veux dépasser cette camionnette, je peux bien sûr utiliser la voie de gauche, puisqu'ici nous sommes en sens unique. Donc là on a 3 voies de circulation, donc normalement il faut prendre la voie la plus à droite possible. Sauf que par rapport au marquage au sol, on s'aperçoit que cette voie, ce n'est pas une voie normale. Donc ici on a des gros traits qui sont très rapprochés. Donc que signifient ces gros traits? Ça signale donc une voie qui est réservée à un certain type de véhicule. Donc ici, comme nous nous trouvons hors agglomération, sur une voie rapide ou sur une autoroute, la voie réservée ici est forcément une voie réservée aux véhicules lents. Qu'est-ce que c'est un véhicule lent? Je vous rappelle, un véhicule lent, c'est un véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km/h. Donc ici, notre vitesse n'est pas précisée, donc on circule à allure normale, donc nous ne sommes pas un véhicule lent, donc on est bien dans la voie la plus à droite possible. Là ici, par rapport à notre allure, nous ne pouvons pas nous positionner ici. Donc je me place dans la voie de droite, non. Bonne réponse, B. Question 31. La chaussée est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que la chaussée est à sens unique? Donc pour savoir ça, il faut regarder la signalisation, c'est-à-dire les panneaux, éventuellement le marquage au sol. Alors ici on a un petit panneau bleu avec cette flèche, c'est un panneau donc carré, un panneau d'indication. Ça nous indique quoi? Qu'on est effectivement en sens unique. On pouvait aussi le savoir, on a un panneau de chaque côté de la route, donc ça signifie qu'on est aussi en sens unique. Et le troisième indice aussi, c'est qu'on a une ligne blanche continue sur la gauche. Et dès l'instant où on a une ligne blanche continue sur la gauche, on est en sens unique. Donc oui, on est en sens unique. Alors est-ce que je dépasse? Donc il y a toujours 3 choses à vérifier avant de dépasser. Donc vérifier si on a l'autorisation, si j'ai le droit. Donc là, les pointillés m'autorisent à effectuer le dépassement. Et il n'y a aucun panneau qui m'interdit d'effectuer un dépassement. Deuxième chose, donc est-ce que j'ai une bonne visibilité vers l'avant, etc. Donc là, pas de souci puisqu'on est en sens unique. Donc même si il y a personne qui peut arriver en face. Donc même si on a une mauvaise visibilité, il n'y a aucun souci. Et dernière chose aussi importante, donc il faut vérifier qu'on n'est pas aussi déjà dépassé, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous dépasse sur cette deuxième voie. Alors ça, comment on peut le savoir? Donc grâce au rétroviseur. Donc le rétroviseur intérieur, on n'aperçoit personne. Par contre, dans ce rétroviseur extérieur, on peut apercevoir le bout d'une voiture qui est presque dans notre angle mort, donc elle va commencer à arriver à côté de nous. Donc pour l'instant, je ne peux pas dépasser parce que si je me déporte tout de suite, je vais percuter ce véhicule. Donc toujours bien penser à vérifier les rétros avant de dépasser.
Donc la chaussée est à sens unique, oui. Par contre, je ne dépasse pas. Bonne réponse A et D. Question 32. Ce réservoir contient du lave-glace, réponse A, du liquide de frein, réponse B, du liquide de refroidissement, réponse C. Alors, ce réservoir, qu'est-ce qu'il contient? Donc, pour savoir ça, il faut regarder les symboles sur les bouchons. Et surtout le symbole, bon là on a le petit livre, le petit attention. Donc surtout le symbole qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc on a ce symbole des freins. Donc on a le disque de frein avec les plaquettes. Hein, je vous rappelle, on a aussi ce symbole, ce témoin rouge qui s'allume sur le tableau de bord si on a le frein à main de serré ou si justement on a un problème de frein. Donc ce symbole, c'est les freins. Du coup, ce réservoir contient du liquide de frein. Bonne réponse B. Question 33. En m'insérant, mon volant a vibré. L'avertisseur de changement de fil est activé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je n'ai pas actionné mon clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'avertisseur de changement de fil, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des capteurs qui sont situés sur le véhicule à l'avant, et ça va analyser surtout les lignes blanches au sol. Et du coup, si on change de fil sans faire exprès, ça va nous avertir. Donc le volant va se mettre légèrement à vibrer pour nous avertir justement de ça. Donc là, apparemment, donc c'est ce qui s'est passé. On était dans cette voie-là, et là on a changé de voie. La voiture a détecté cette ligne et qu'on dépasse cette ligne, donc ça nous a averti en vibrant. Donc oui, ça signale que l'avertisseur de changement de fil est activé. Alors forcément, donc des fois il faut changer de fil. Mais par contre, pour changer de fil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours actionner le clignotant. Justement, si j'actionne mon clignotant, j'avertis mon véhicule que je vais changer de fil. Et du coup, si je change de ligne, là ça va être normal. Donc là, le volant ne va pas se mettre à vibrer. Donc si le volant a vibré, c'est que voilà, je n'ai pas actionné mon clignotant. Donc l'avertisseur de changement de fil est activé, oui, et je n'ai pas actionné mon clignotant, c'est vrai aussi. Donc bonne réponse A et C. Question 34. Dans les descentes, j'économise plus de carburant si je circule au point mort, réponse A. Si j'utilise le frein moteur, réponse B. Si j'appuie toujours sur la pédale d'embrayage, réponse C. Alors dans les longues descentes, donc j'économise plus de carburant si je fais quoi? Alors c'est vrai qu'on serait tenté éventuellement donc de circuler au point mort. Alors qu'est-ce que c'est le point mort? C'est qu'on n'a aucune vitesse d'enclencher. Généralement, qu'est-ce qui se passe dans les descentes? C'est que si je enclenche aucune vitesse, donc ma voiture va être ce qu'on appelle en roue libre. Il n'y a plus rien qui va ralentir le véhicule, donc le véhicule il va généralement prendre de l'allure en descente. Donc on a l'impression d'économiser du carburant, sauf que le problème, voilà, comme le véhicule va vite prendre de l'envahi, on va être obligé de freiner. Mais là du coup, si je freine, je vais user forcément mes freins beaucoup plus rapidement. Donc éventuellement on économise du carburant, mais pas vraiment.
Parce que en fait, le moteur tourne toujours. Qu'est-ce qui fait tourner le moteur dans ce cas-là? C'est pas les roues, ça va être forcément le carburant. Donc il y a quand même un minimum de carburant qui va arriver dans le moteur pour le faire tourner. Donc là, on va consommer quand même du carburant. Si j'appuie toujours sur la pédale d'embrayage, alors ça en fait ça va faire un petit peu le même effet que le point mort. Donc si j'ai une vitesse d'enclencher, ok, mais si j'appuie sur la pédale d'embrayage, le moteur ne va pas être relié aux roues. Donc même chose, là il faut que le moteur tourne, et grâce à quoi le moteur va tourner? Toujours du carburant. Par contre, si j'utilise le frein moteur, donc là en utilisant le frein moteur, comment le faire? Donc il faut avoir une vitesse d'enclencher et la pédale d'embrayage remontée pour que là le moteur soit relié aux roues. Et là en fait dans une descente, si je n'accélère pas, donc qu'est-ce qui va entraîner le moteur? Donc là justement ça va être les roues du véhicule. C'est les roues qui vont entraîner le moteur. Et du coup, là j'ai plus besoin de carburant pour faire tourner mon moteur. Et si on a un affichage de consommation de carburant instantané, on va avoir affiché 0, parce qu'il n'y a plus une goutte d'essence qui va arriver dans mon moteur. Et justement, donc le moteur, comme il tourne, il va faire aussi, c'est une grosse pièce, hein, le moteur, il va faire en même temps ralentir un peu plus le véhicule, hein, ce qu'on appelle le frein moteur. Comme le moteur tourne, mais comme il n'a plus de carburant, il va faire ralentir plus ou moins la voiture suivant la descente. Donc je vais économiser du carburant parce que, comme je vous dis, avec le frein moteur, c'est les roues qui vont entraîner le moteur, donc il n'y a plus d'essence qui va arriver dans le moteur, et en même temps, ce moteur va ralentir la voiture. Donc on va user beaucoup moins les freins. Donc surtout, voilà, jamais circuler au point mort et jamais circuler avec la pédale d'embrayage, toujours appuyée. Donc bonne réponse, B. Question 35. J'allume mes feux de détresse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là on circule sur voie rapide ou sur autoroute, donc qu'est-ce qui se passe devant nous? On a un très fort ralentissement dû à un bouchon, donc on voit bien que les véhicules freinent et mettent leur feu de détresse. Donc la question, est-ce que moi-même je mets les feux de détresse? Donc les feux de détresse, à quoi ça sert? Ça sert à avertir au loin ceux qui arrivent vite, pour leur avertir justement qu'on est à allure très lente. Parce que de loin, quand on aperçoit un véhicule, c'est pas évident de savoir à quelle allure il roule. Donc si on n'est pas averti très tôt, on va pas freiner très tôt, et le véhicule qui arrive derrière risque de freiner justement malheureusement trop tard. Donc par contre on allume les feux de détresse forcément uniquement quand on est le dernier du bouchon. Un véhicule qui est là-bas, s'il a les feux de détresse, ça va pas servir à grand chose. Donc là, est-ce qu'on est les derniers du bouchon? Donc on peut apercevoir que oui, on est les derniers du fort ralentissement. Donc là, il faut avertir les véhicules qui pourraient arriver vite derrière nous. Donc bien sûr, j'allume mes feux de détresse. Bonne réponse A. Question 36. Il faut avoir obligatoirement à bord du véhicule un gilet haute visibilité, réponse A. Un gilet haute visibilité par passager, réponse B. Un triangle de présignalisation, réponse C. Deux triangles de présignalisation, réponse D. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir obligatoirement à bord du véhicule? Donc c'est assez simple, hein. Il faut avoir obligatoirement un gilet haute visibilité, donc c'est le minimum. Donc voilà, il ne faut pas avoir un gilet par passager, hein.
C'est l'idéal, forcément, hein, mais ce n'est pas obligatoire. On demande le minimum obligatoire. Donc c'est au moins un gilet haute visibilité et au moins un triangle de présignalisation. Hein. Voilà ce qui est obligatoire. Après, on peut avoir aussi deux triangles, on peut avoir plusieurs gilets, mais ce n'est pas obligatoire. Donc bonne réponse A et C. Question 37. Je continue le dépassement? Réponse A. Je renonce au dépassement? Réponse B. Alors pour dépasser, il y a toujours trois choses à vérifier. Si j'ai l'autorisation, si j'ai le droit, la visibilité vers l'avant et si personne me dépasse derrière moi. Alors, est-ce que j'ai l'autorisation de dépasser? Donc là, on a une ligne discontinue. Par contre, les traits sont très rapprochés. Ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc, quelle est la différence par rapport à une ligne, on va dire, normale où les traits sont très espacés? C'est que cette ligne nous autorise à dépasser que les véhicules lents. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est un véhicule lent? C'est un véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km/h. Donc là, on a un vélo, un cycliste, donc forcément un cycliste ne veut pas rouler à plus de 60 km/h. Donc là, la ligne m'autorise le dépassement de ce cycliste. Donc par contre, est-ce que je dépasse? Donc là, le problème, on arrive dans un virage, est-ce qu'on a une bonne visibilité? Donc non, on ne voit pas très loin ce qui se passe. Même si ce cycliste circule lentement, même si je ne vais pas mettre beaucoup de temps à dépasser, bah, il avance quand même. Donc si au moment où je commence à m'engager pour effectuer le dépassement et au même moment il y a un véhicule qui surgit rapidement devant nous, ça va être très compliqué. Donc là, comme j'ai pas une bonne visibilité, je renonce au dépassement et je vais attendre d'avoir une belle ligne droite pour avoir une meilleure visibilité. Donc bonne réponse B. Question 38. Savoir les particularités des autres usagers permet de faire preuve de courtoisie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet de savoir partager la route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, savoir les particularités des autres usagers. Donc, forcément, les questions qu'on parle souvent, donc c'est on est à l'intérieur du véhicule, mais on ne croise pas forcément que d'autres voitures. Des fois, on a forcément d'autres usagers, notamment donc les piétons, les deux roues, les camions, les tracteurs. Enfin voilà, on a d'autres véhicules autres forcément que les voitures. Donc savoir la particularité, donc c'est-à-dire comment se comportent ces autres usagers. Est-ce que ça permet de faire preuve de courtoisie? Donc bien sûr, de les laisser passer, de faciliter leur passage, voilà, d'essayer de les embêter le moins possible. Est-ce que ça permet de savoir partager la route? Aussi, bien sûr. Donc forcément, un piéton, par exemple, il faut savoir, bien sûr, qu'il ne peut pas se déplacer très rapidement, mais il peut aussi changer d'allure très vite. On peut marcher, tout d'un coup courir. Une moto, donc ça peut aussi vite changer d'allure par rapport à un tracteur ou un poids lourd. Voilà, là l'allure ne peut pas forcément changer très rapidement. Donc le fait de savoir tout ça, que ces usagers aussi vulnérables, les piétons, les deux roues, voilà, il faut faire attention donc forcément à eux. Donc oui, dans les deux cas. Donc bonne réponse A et C. Question 39. Le stationnement est payant? Réponse A. Gratuit? Réponse B. À durée limitée? Réponse C.
contrôlé par disque. Réponse D. Alors ici, nous arrivons donc dans une zone où le stationnement est interdit, à part si on utilise un disque de stationnement. Donc déjà, le stationnement est contrôlé par un disque. Alors s'il est contrôlé par un disque, il est forcément aussi à durée limitée. Ce qui est marqué ici, la durée maximale limitée est à 1h30. Alors par contre, est-ce que ce stationnement est payant ou gratuit? Donc quand c'est à durée limitée, c'est entièrement gratuit. Donc bonne réponse B, C et D. Question 40. Il est encore possible de prendre la direction de l'île. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous arrivons donc ce qu'on appelle une sortie et une bifurcation d'autoroute, donc c'est-à-dire un changement de direction. Donc nous là on souhaite prendre la direction de l'île. Donc déjà il faut voir où c'est inscrit sur ces panneaux. Donc on peut voir l'île c'est inscrit ici. Donc est-ce qu'il est encore possible de prendre cette direction? Donc pour prendre la direction de l'île, quelle voie il faut choisir? Donc ça on le sait grâce aux flèches ici, qui vont nous permettre de savoir telle voie va à telle direction. Donc ici on a à 1000 mètres une sortie, donc pour l'instant on n'a pas cette voie pour sortir, c'est pour ça qu'on n'a pas une flèche pour désigner, ici il faut prendre cette voie là, puisqu'ici on a 4 voies, 1, 2, 3, 4, donc nous on est dans la troisième voie. Alors c'est vrai que pour prendre direction Lille, il faudrait être déjà forcément dans la voie la plus à droite, c'est-à-dire la première voie. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire si vraiment je veux prendre direction Lille? Il faut faire 2 changements de voie. Un premier et un deuxième. Donc un premier changement de voie et un deuxième pour être tout à droite. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais est-ce qu'il est encore possible de prendre cette direction? Alors pour savoir ça, il va falloir savoir à quelle distance se trouve justement cette bifurcation, ce changement de direction. Donc là, c'est inscrit qu'il nous reste encore 650 mètres. Donc 650 mètres, c'est plus de la moitié d'1 kilomètre. On regarde aussi forcément la circulation. Est-ce que derrière moi j'ai du monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation? Est-ce que en 650 mètres, je vais avoir le temps d'effectuer 2 changements de voie? Donc là on peut voir qu'on n'a pas une circulation très dense, on n'a personne apparemment derrière nous, donc en 650 mètres on a largement le temps de faire 2 changements de voie. Alors forcément on ne va pas tout couper en même temps, ce serait trop dangereux, donc on va d'abord vérifier si on peut se mettre dans cette voie là, on va le faire donc en regardant le rétro, l'angle mort, on va mettre le clignotant, et ensuite on refera la même chose pour savoir si on peut reprendre la voie ici. Mais 650 mètres, c'est largement suffisant. Par contre, ce serait marqué donc justement 250 mètres. Là, ça aurait été un petit peu plus compliqué au niveau distance. Donc là, oui, il est encore possible de prendre la direction de l'île. Réponse A.